Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va parler de choisir un système de jeu pour son jeu de rôle. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est une question extrêmement vaste. Donc du coup, je vais surtout m'appuyer sur un exemple, et peut-être qu'on en refera d'autres, ou peut-être qu'on pourra en discuter en commentaire par la suite. On va pas faire un truc ultra large. On va se concentrer sur un exemple assez classique, mine de rien. C'est celui de mon choix de système pour jouer à Symbaroum. Pourquoi c'est un exemple qui marche bien selon moi? Parce que le combat, les deux opposants dans le ring, c'est Symbaroum, le jeu original, et Runes of Symbaroum, la version 5e édition de Symbaroum. Et je pense que, étant donné que on l'a vu récemment, la stratégie de Wizard of the Coast pour Donjons et Dragons, c'est de créer une sorte de Dungeon Multiverse, OGL, je sais pas quoi, du One D&D, bidule truc, essayer d'inciter des gens à créer des jeux avec le système de la 5e édition. On va se retrouver, indubitablement, on se retrouve déjà avec plein de versions alternatives de jeux existants en 5e édition. On a ça pour Symbaroum, et on a aussi ça pour Le Seigneur des Anneaux qui va être converti en 5e édition. On a plein de jeux créés par des tiers qui utilisent le système de la 5e édition. Et donc du coup, dans ces situations-là, on peut se demander est-ce que je veux jouer avec les règles de la 5e édition ou est-ce que je veux jouer avec les règles originales. Mais ça peut aussi s'appliquer à d'autres jeux évidemment, parce qu'on a beaucoup de jeux qui se veulent génériques, qui permettent de tout jouer mais qui utilisent quand même des systèmes différents. On a aussi plein de versions différentes de l'Appel de Cthulhu. Et puis on a beaucoup de jeux qui se ressemblent dans la catégorie jeux D20 dérivés de Donjons et Dragons avec les jeux OSR, les jeux machin, les jeux trucs. Donc à un moment donné, on se pose la question de quel système on veut pour jouer. Alors il y a aussi des gens qui disent le système ça compte pas, on s'en fout, on n'a même pas besoin de règles, etc. Ça c'est encore une autre philosophie. Moi je suis plutôt attaché au système lorsque je veux me lancer dans une campagne et tout, lorsque je veux proposer des défis tactiques, lorsque je veux un gameplay assez précis. Je pense que les règles du jeu ont un véritable impact dans le jeu de rôle. Les gens qui disent ouais on s'en fout des règles et tout, je suis pas trop d'accord. Même si quand je veux faire un jeu un peu à l'improviste, etc. Je vais aller prendre mes 2D6 et faire une sorte de jeu Powered by the Apocalypse un petit peu improvisé. C'est une solution par défaut. Ça veut pas dire que je m'en fous des règles. Une autre question qu'on va se poser, et ensuite on va commencer à parler de ce petit Symbaroum, c'est aussi celle du homebrew. Enfin homebrew, règle maison. Parce que effectivement, vous pouvez choisir un système, mais vous allez sûrement le transformer. Donc il y a aussi l'école de ceux qui jouent by the book, rule as written, qui respectent parfaitement les règles du jeu et qui ne changent rien, et ceux qui modifient les règles. Moi je suis dans cette seconde catégorie. J'aime bien prendre un jeu pour sa base et construire autour, rééquilibrer si j'en ai envie, parce que finalement je suis les règles. Et ouais, c'est comme ça. I am the arbiter of worlds. Donc on va un peu parler de tout ça à travers de cet exemple autour de Symbaroum. Donc je vais faire un bref récapitulatif de ce que c'est que Symbaroum, mais si vous voulez voir un peu mieux ce que c'est, l'univers, etc., j'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne. Vous avez qu'à taper Symbaroum dans la barre de recherche de la chaîne et vous trouverez les autres vidéos. Grosso modo, Symbaroum c'est un jeu de medieval fantasy édité par Freya Ligan, enfin d'abord par Jarningen, je me souviens plus trop de l'histoire de l'éditeur, on passe. C'est un jeu de dark fantasy avec un setting assez précis, un univers assez précis. On se concentre sur une région dans laquelle on a une grande forêt mystérieuse dans laquelle se trouvent des ruines d'une ancienne civilisation qui sont protégées par des elfes. On a également des barbares qui vivent en périphérie de cette forêt. Et puis on a un jeune royaume qui s'est installé au sud de cette forêt, le royaume d'Ambria, majoritairement composé de gens qui vivaient avant dans un autre royaume et qui ont dû fuir ce royaume parce qu'ils ont vécu une grande guerre qui a corrompu leur ancien royaume. Du coup, ils ont migré pour s'installer dans cette nouvelle terre en bordure de la forêt de Davokar et ils espèrent aller explorer cette forêt, etc. C'est dark, notamment parce que la magie est corruptrice. Ça, c'est un des principaux thèmes dans le jeu, et c'est d'ailleurs un des axes centraux quand on va penser aux règles de Symbaroum, c'est comment va être gérée la corruption, parce que c'est ce qui fait un peu sa spécificité au jeu, entre autres. Mais c'est le truc dont on se souvient le plus en termes d'expérience de jeu, parce que dès qu'on va utiliser un objet magique, on va être corrompu. Dès qu'on va utiliser de la magie, on va être corrompu. Dans certaines zones dans lesquelles on va se rendre, on va être corrompu. Et grosso modo, un des thèmes majeurs du jeu, c'est la civilisation et la nature qui s'affrontent. Et lorsqu'on essaie d'acquérir du pouvoir et d'aller contre l'ordre naturel des choses, on subit la corruption. Donc ça fait pas mal penser au Seigneur des Anneaux dans ce sens-là. Puisque dans le Seigneur des Anneaux, grosso modo, le pouvoir corrompt, c'est le thème principal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Symbaroum? C'est un jeu où on va vouloir faire de l'exploration. Parce que comme le setting se concentre sur cette forêt de Davokar, en fait, il y a quand même une bonne partie du jeu qui va être consacrée à mener des expéditions dans cette forêt, à essayer de ramener des artefacts, s'enrichir, mais peut-être aussi faire des découvertes,
étudier la nature environnante, découvrir des nouveaux peuples qui vivent dans la forêt, le tout en essayant d'éviter de se faire tuer et en évitant la corruption, une fois de plus. Donc on va explorer des ruines dans la forêt, mais on va aussi faire du trek entre les arbres, etc. On peut aussi jouer dans d'autres régions, l'univers est pas très étendu, mais on peut l'étendre, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire dans ma campagne, j'y reviendrai après. Et voilà, grosso modo, il y a l'exploration, et ensuite il y a l'intrigue dans Symbaroum. Il y a beaucoup d'intrigues politiques, un peu à la Game of Thrones. On va voir que c'est pas tellement mis en avant par le système, que ce soit en 5e édition ou que ce soit dans les règles originales de Symbaroum. On a des petites règles vite fait, mais on est plutôt sur un jeu d'aventure quand même, où l'intrigue, c'est secondaire mécaniquement parlant, même si ça va prendre beaucoup de place, qu'il va sûrement y avoir beaucoup de PNJ, etc. Dans la fiction, les intrigues vont prendre de la place, mais c'est pas tellement géré mécaniquement. Et pour terminer, pour la version originale de Symbaroum, on utilise du D20 en roll under, donc ça veut dire qu'on a des caractéristiques et on va jeter un D20 et on va essayer d'avoir un résultat qui va être inférieur ou égal à notre caractéristique pour réussir. Ce qui ressemble un peu au système D100 que tout le monde connaît, où on a des caractéristiques et on essaie de faire un résultat inférieur en jetant un D100. Donc c'est du D20, mais c'est pas comme du Donjon et Dragon où on va accumuler des bonus et essayer de faire des hauts résultats. On va essayer ici de faire des résultats qui sont bas, tout simplement. Si la vidéo vous plaît jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être averti des futures vidéos, parce que sur cette chaîne qui s'appelle Le Bon MJ, comme son nom l'indique, vous allez avoir plein de vidéos sur le jeu de rôle. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse déjà ou que vous commencez à mettre les pieds là-dedans, je pense que tout ce que vous avez trouvé sur la chaîne devrait vous intéresser. Donc voilà grosso modo Symbaroum, l'original. Maintenant, on a une version 5e édition qui arrive qui s'appelle Rune of Symbaroum, qui est créée toujours par Free League, Free Halligan. Donc c'est eux qui se disent, commercialement parlant, ce serait intéressant de convertir notre jeu à la 5e édition, puisque c'est le jeu le plus joué, notamment dans le public américain, qui est majoritaire. Et en plus, quand on essaie de toucher au public américain, par extension, on touche tous les autres publics, parce que comme c'est le plus gros marché, le marché américain, il y a beaucoup déjà de vidéos YouTube, d'actual play, etc., qui sont anglophones. Et donc en fait, ça permet un peu de profiter du soft power, entre guillemets, du marché anglophone, pour étendre la visibilité de la gamme. Ce qui, je trouve, est une bonne stratégie. Moi, je suis pas tellement contre qu'a priori, on convertisse des jeux en 5e édition si c'est pour, peut-être étendre un peu des horizons. Ça peut avoir des effets un peu vicieux ou surtout être un peu décevant pour des gens qui ne jouent pas à la 5e édition. Mais bon, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Grosso modo, donc, la stratégie de Free League, c'est de faire le jeu en 5e édition. Et donc, qu'est-ce que ça pose comme question ? J'ai lu les deux éditions. L'une en français, parce qu'elle est traduite en français par Eke Game. Les retards de précommande. Encore un autre sujet qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. On a une traduction française du jeu original, on n'a pas encore la traduction française de la 5e édition. Enfin, de la version 5e édition. Alors, avant de vous donner mon avis et de passer au cœur du sujet, ça va être une longue vidéo. On va regarder un peu ce qui, selon moi, sont les plus grosses critiques adressées à cette conversion en 5e édition par les joueurs originaux du Symbaroum original. D'un point de vue purement commercial, etc., une critique toute simple, c'est que comme ils sont en train de convertir en 5e édition, ça peut ralentir la gamme originale, puisqu'ils vont se concentrer peut-être à commencer à tout convertir, toutes les campagnes, tous les scénarios et tout. Mais bon, ça ne nous concerne pas, parce que nous, on pense système. En termes de système, une des critiques majeures qui peut être faite à la version 5e édition, c'est la critique qu'on pourrait adresser à toutes les conversions de jeux en 5e édition. C'est-à-dire que la 5e édition, déjà, elle a un système où on va vraiment gagner des points de vie de plus en plus et où les chiffres vont tout le temps aller à la hausse. Alors, c'est pas aussi flagrant que dans d'anciennes éditions de Donjons et Dragons, mais malgré tout, à chaque niveau, on va avoir plus de points de vie, on va avoir plus de dégâts, on va taper plus fort. Ça va monter comme ça. Et donc, on est vraiment dans une progression assez verticale du personnage. Et certains vont reprocher ça pour Symbaroum, vont reprocher ça à Runes of Symbaroum, parce que, a priori, l'univers de Symbaroum, dans l'esprit des gens, devrait plutôt être gritty, plus proche d'un Warhammer, d'un truc comme ça, où finalement la mort est toujours au coin de la rue, toujours présente, et on peut se faire tuer par un paysan en 2-3 coups si on fait pas attention. Alors, cette critique, moi je l'entends, l'escalade des chiffres, etc., ça peut être un peu lourd au bout d'un moment, ça peut prolonger les combats, ça peut demander plus de calcul, parce que c'est toujours plus simple de faire 12 moins 4 que 96 moins 39 moins 1 des 6 de dégâts plus 3. Vous voyez ce que je veux dire? Mathématiquement parlant, augmenter les chiffres, ça augmente légèrement la complexité mathématique au fur et à mesure, ça peut prolonger les combats et tout. Par contre, au niveau du côté gritty de Symbaroum, certes, dans l'esprit de certains, c'est une des composantes du jeu, mais quand on regarde les règles de Symbaroum, finalement, c'est pas ça qu'elle nous renvoie. Elle nous renvoie pas, on joue des personnages qui traînent dans la boue, etc. Ça peut monter à des niveaux assez épiques. C'est pas forcément gritty. On va jamais avoir des points de vie très élevés, etc. Mais on va avoir
des capacités à se défendre, à contrôler nos adversaires, à one-shot des adversaires qui vont quand même monter assez vite. C'est assez facile d'optimiser son personnage dans les règles originales de Symbaroum. Et donc on joue pas des losers. Dans Warhammer, pour moi, on joue un peu des losers. Genre vraiment, il y a des actions, la majorité de vos actions, vous avez moins d'une chance sur deux de les réussir. Donc en partant de ce principe, c'est quand même assez compliqué. Dans Symbaroum, en combinant quelques capacités et tout, vous devenez quand même assez vite quelqu'un d'assez puissant, voire broken, parce que le jeu est pas toujours hyper bien équilibré, mais ça c'est encore autre chose. Ça mérite peut-être même une petite parenthèse qu'on va faire tout de suite, parce que même si les personnages sont censés être assez forts, je pense, dans Symbaroum, ils sont censés rester fragiles, c'est-à-dire qu'ils font de plus en plus mal, ils ont de plus en plus d'armure, mais comme leur point de vie, etc. n'augmente pas, finalement, ils ont toujours à peu près autant de points de vie que le Pékin d'à côté. Maximum dans Symbaroum, si on prend pas en compte les talents que vous pouvez prendre et tout, vous pouvez commencer avec 15 points de vie. Et aucun personnage ne peut commencer avec moins de 10 points de vie. Ça veut bien dire que même le personnage le plus costaud, il a que 1,5 fois les points de vie d'un mec normal. Ce qui veut dire qu'en termes d'échelle de dégâts et tout, on monte beaucoup moins loin. On a un spectre, une range mathématique assez courte qui fait que, voilà, on reste toujours des humains qui peuvent se faire tuer par 2-3 coups d'épée, malgré leur armure, etc. Là où le jeu devient broken, c'est quand, mécaniquement parlant, en termes d'histoire qu'on raconte, en termes de feeling, il y a des trucs qui vont pas. Par exemple, le fait qu'un personnage, au bout d'un moment, peut très vite se retrouver à one-shot à peu près n'importe quoi. Ça, c'est un peu gênant. Même s'il devient très fort, on voudrait que les combats durent plus longtemps. C'est là que, en termes de tension, etc., les règles viennent enlever de la tension parce que nos personnages deviennent trop forts par rapport à la moyenne. Même si la nuit, ils se font poignarder par un coup de couteau, ils vont crever. Il y a des ennemis qui, en combat en 1v50, leur infligeront aucun de dégâts parce qu'ils n'arriveront jamais à passer leur armure. Donc voilà, il y a des déséquilibrages comme ça qui viennent un peu casser la tension, etc. Et je pense que ça, c'est plutôt accidentel. En réalité, même s'il y a des gens sur Reddit, etc., qui vont venir vous dire « moi, ça fait longtemps que je joue à Symbaroum, j'ai trouvé des moyens de mettre des challenges à mes joueurs malgré le fait qu'ils deviennent très puissants et tout », je pense pas que dans le design du jeu, c'était vraiment pensé comme ça. C'est mon opinion. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que a priori, même si le jeu vient de sortir et que je l'ai même pas testé et que je pense qu'il n'a pas été playtesté autant qu'un Donjon et Dragon, etc., il y a beaucoup plus de chances que la version 5e édition de Symbaroum soit plus équilibrée que le Symbaroum original, à mon avis, parce que Donjon et Dragon vient avec des contraintes. Déjà, il vient avec des classes qui ont une évolution linéaire, ce qui fait qu'on peut vraiment contrôler l'évolution des personnages dans une sorte de tunnel. Aussi mathématiquement, le jeu il a été saigné, hein. Comme Wizards of the Coast, ils ont beaucoup plus d'argent, de public, de playtesters potentiels. C'est un des jeux les plus équilibrés, à mon avis, les plus travaillés, etc. Tout simplement parce que il est confronté à des tas et des tas de choses. En tout cas, en termes de jeu complexe, on va dire, ça doit être un des plus équilibrés. Aussi, un des points forts de la 5e édition, du fait de jouer avec Symbaroum 5e édition par rapport à Symbaroum normal, c'est justement la compatibilité des jeux 5e édition entre eux. C'est-à-dire que si vous voulez commencer à faire des règles maison, à aller chercher un monstre dans le bestiaire d'un autre jeu, à faire des petits trucs comme ça va toujours être plus simple en 5e édition parce que vous allez pouvoir piquer des tonnes dans les tonnes et les tonnes de bouquins de 5e édition qu'il y a. Donc voilà déjà un peu les arguments qu'on peut opposer. Alors pour l'instant, c'est plutôt en faveur de la 5e édition a priori, puisque, à mon avis, un peu plus équilibré la 5e édition, et puis il y a le contenu additionnel de la 5e édition. Par contre, on perd le côté gritty que certains voudraient. Je suppute un petit peu. Je m'appuie sur ce que je vois sur internet aussi. Je n'ai pas testé cette version 5e édition. Et je ne vais pas la tester, parce que je vous spoil tout de suite. Je n'ai pas choisi la 5e édition. Mais ça arrivera plus tard. Un deuxième truc qu'on peut reprocher aussi à Symbaroum 5e édition par rapport à Symbaroum original, pour le coup, c'est la corruption. La corruption est beaucoup moins dangereuse dans les règles de la 5e édition. Dans le Symbaroum original, à chaque fois que vous lancez un sort, votre corruption monte. Vous pouvez tempérer ça en achetant des capacités qui vont vous permettre de mieux gérer votre magie et de subir moins de corruption, mais ça va vous coûter un investissement en XP, c'est-à-dire que dans le gameplay, vous faites le choix de dépenser votre XP dans des trucs qui ne servent qu'à temporiser la corruption. Ce qui est une sorte de sacrifice, mine de rien. Alors que si on joue en 5e édition, vous allez choisir une classe de mystique qui, au fur et à mesure de vos montées de niveau, va vous permettre de mieux tempérer la corruption. Vous allez toujours augmenter votre capacité à encaisser la corruption parce que ça va être aligné sur votre bonus de maîtrise. Je vais pas rentrer dans le détail, mais ceux qui jouent à la 5e édition connaissent le bonus de maîtrise. Donc vous allez comme ça pouvoir encaisser de plus en plus de corruption sans vraiment faire le choix de sacrifier quelque chose pour le faire. Alors que dans Symbaroum, comme on dépense de l'XP pour acheter des capacités,
peut-être que lorsque vous allez avoir assez d'XP pour acheter une nouvelle capacité, plutôt que d'acheter un nouveau sort, plutôt que d'acheter une nouvelle capacité et tout, vous allez acheter juste le truc qui vous permet de subir moins de corruption avant de commencer à acheter des nouveaux sorts. Donc rien que ça, en termes de choix, le fait qu'on doit faire un choix pour ralentir la corruption, mécaniquement, ça rend la gestion de la corruption plus lourde, plus présente, et du coup ça la rend plus terrifiante, si vous voulez mon avis. Et puis globalement, il y a beaucoup moins de chances que vous gagnez de la corruption permanente dans Symbaroum 5e édition que dans Symbaroum normal. Dans Symbaroum normal, vous accumulez de la corruption temporaire en lançant des sorts qui montent, et quand vous passez un certain palier, boum, vous commencez à avoir de la corruption permanente qui ne partira jamais et qui va venir affecter votre personnage sur le long terme. Voire peut-être le transformer en monstre affreux in fine et le transformer en PNJ qui va passer sous le contrôle du maître du jeu parce que votre personnage sera trop corrompu. Dans la 5e édition, je vais pas entrer dans le détail, mais c'est beaucoup plus difficile d'arriver à ça. Donc voilà un peu le débat. Voilà un peu le débat. D'un côté, on a ceux qui aiment les règles de Symbaroum, qui aimeraient les voir développer, etc., et qui aiment bien le côté gritty, la dangerosité de la corruption. Et de l'autre, on a ceux qui sont en mode la 5e édition c'est cool. Moi j'aurais pas joué si j'avais pas eu la 5e édition, donc ça me permet de mettre le pied dans Symbaroum de manière un peu plus confortable, et des gens que ça dérange pas d'avoir des personnages qui deviennent plus puissants, d'avoir peut-être un côté plus épique en 5e édition de Symbaroum. Et surtout, on a très certainement l'avantage d'être dans un truc un peu plus équilibré en 5e édition, et ça doit être plus facile de l'équilibrer tout simplement parce qu'on a plus de matériel en 5e édition. Un dernier point fort pour moi de Runes of Symbaroum, c'est que c'est mieux organisé. Ça, c'est un autre truc. Ça va pas tellement m'affecter parce que moi, les bouquins, je les ai déjà lus, etc. Mais pour quelqu'un qui arrive dans Symbaroum, je pense que le triptyque, parce qu'ils ont repris la forme de triptyque pour la 5e édition, où on a le livre du joueur, le guide du maître et le bestiaire, qui sont les 3 premiers livres qui sortent et qui ont déjà tiré toutes les leçons du développement de la gamme originale. Je trouve que ce triptyque, il est bien foutu. Alors du coup, ça fait une porte d'entrée plus chère. Hein. Effectivement, Donjons & Dragons, la porte d'entrée pour y jouer est relativement chère, même si vous avez les règles de base gratuitement sur internet. C'est plus cher d'acheter les 3 bouquins que d'acheter le livre de base de Symbaroum qui est un tout en un, hein. Grosso modo, vous avez l'univers, vous avez la création de personnages, vous avez les règles, vous avez des monstres, mais c'est beaucoup moins complet que ce triptyque. Et surtout l'organisation, la pagination, la maquette est beaucoup moins claire dans l'ensemble de la gamme de Symbaroum que dans la version Runes of Symbaroum. Les informations sont beaucoup plus étalées dans plein de bouquins différents, avec le guide du joueur qui vient en plus du livre de base dans Symbaroum, le bestiaire qui est séparé avec des règles qui sont venues s'ajouter aussi au fur et à mesure des développements de la campagne, etc. Donc ça, c'est quand même un petit avantage de la 5e édition de Symbaroum. Alors pourquoi moi j'ai choisi Symbaroum original? Eh ben parce que au-delà de la praticité, au-delà des équilibrages potentiels et tout, il y a d'autres enjeux qui sont purement dans le feeling du jeu, dans la philosophie du jeu, que je vais... Et ces trucs-là, je vais les préférer dans le Symbaroum original. La première chose que je préfère à Symbaroum par rapport à Runes of Symbaroum, c'est que dans Symbaroum, le jeu est player-facing. J'ai pas vraiment de traduction française qui marche bien, mais grosso modo, l'idée, c'est que dans le Symbaroum original, il n'y a que les joueurs qui jettent les dés. Ça, je trouve que c'est trop bien. Moi, personnellement, vous le savez, je n'aime pas tricher avec les dés. Je fais tous les jets à découvert. Je dis toujours la difficulté, enfin, quand j'y pense, parfois je le dis pas. Grosso modo, ma philosophie, c'est que les joueurs, quand ils jettent les dés, ils savent le score qu'ils doivent atteindre. Quand ils se prennent des dégâts, ils voient les dés rouler et ils voient les dégâts qu'ils vont se prendre. Tout apparaît devant leur tronche sur la table. Dans le jeu Symbaroum de base, c'est comme ça que c'est fait. Tous les jets de dés sont réalisés par les joueurs, c'est-à-dire qu'ils jettent les dés pour attaquer, ils jettent les dés pour se défendre contre une difficulté qui est l'attaque du monstre en fait. Plutôt que de devoir jeter les dés et dépasser une CA du monstre qui est potentiellement secrète, ils jettent lors des dégâts, comme dans Donjons & Dragons, et ils jettent aussi leurs dés d'armure, c'est-à-dire que les dégâts des monstres sont fixes, et c'est l'armure des joueurs qui va venir réduire les dégâts infligés par les monstres. C'est pas le MJ qui jette les dés de dégâts des monstres, a priori. C'est facile de convertir le jeu Symbaroum original en faisant comme du Donjon Dragon où ça va être les dégâts et l'armure vont être jetés par le MJ, mais ça ralentit le jeu et c'est moins tout simplement player facing comme je disais, donc le fait que les joueurs voient toujours ce qui se passe. Donc ça c'est un truc que je préfère largement à Symbaroum par rapport à D&D. Mais bon, j'aurais pu convertir les règles de D&D. Vous pouvez tout à fait transformer les règles de la 5e édition pour faire du player facing, mais bon, ça demande de inverser certaines mécaniques, etc. Donc en termes de réflexion, ça demande un peu plus de préparation. Un deuxième truc que je préfère largement dans Symbaroum que dans Donjons & Dragons, c'est le fait que dans Symbaroum, certes, vous avez des archétypes. Donc c'est-à-dire qu'on vous propose des combinaisons de capacités pour créer votre personnage, mais en fait, vous êtes libre de faire toutes les combinaisons de capacités que vous voulez. Il n'y a pas de classe.
Et en fait, au début, quand j'ai commencé à lire Runes of Symbaroum, je me disais, ah, les classes, ça va être pratique et tout, la 5e édition, ça va être pratique. En plus, je joue une campagne en 5e édition actuellement à distance. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal de jouer 2 parties dans le même système, comme ça, mine de rien, ça me permet d'avoir toujours les règles en tête pour l'une et l'autre des campagnes. Je me disais, les classes, ça va être plus simple pour aller dans une direction assez précise, etc. Mais en fait, les classes m'ont vite limité. Parce que je voulais jouer dans un Symbaroum, mais où je vais changer des trucs dans le setting et je vais élargir l'univers. Et dès lors que je vais élargir l'univers, etc., les classes deviennent une limite. C'est-à-dire que je devrais créer des nouvelles classes ou faire du multiclassage et tout, mais le multiclassage, moi je trouve que c'est assez bricolage comme mécanique dans Donjons Dragons. Il n'y a pas assez de talent, de feats non plus dans la version Runes of Symbaroum pour créer des personnages variés, etc. Et donc je me retrouve enfermé dans les classes, parce qu'en fait les classes, clairement c'est des voies, et à chaque niveau vous débloquez des trucs, etc., etc., dans la 5e édition. Alors évidemment vous avez plein de bouquins, de règles optionnelles, de trucs dans lesquels vous pourriez venir bidouiller le machin, mais je trouve que c'est assez contre-intuitif. En termes d'équilibrage, du coup, vous risquez de perdre l'équilibrage qui était finalement l'avantage de la 5e édition, pour lequel je serais peut-être parti vers la 5e édition. Et puis, c'est pas philosophiquement imprégné dans le jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment du bricolage. Dans Symbaroum, vous combinez les capacités, ça fait partie du jeu. C'est la mécanique de jeu, vous gagnez de l'XP et vous achetez des capacités avec. Donc du coup, dès le départ, c'est la règle de base. Vous construisez votre personnage comme vous voulez. Dans la 5e édition, c'est pas la règle de base, c'est dans les règles avancées. Multiclassage dans Donjons & Dragons 5e édition, c'est pas dans les règles de création de personnages, c'est plus loin dans le bouquin. Ça paraît débile comme ça, mais ça change beaucoup de choses, selon moi. Et aussi, je trouve qu'un personnage de Symbaroum va avoir beaucoup plus de personnalité qu'un personnage de Donjons & Dragons. Parce qu'un personnage de Donjons & Dragons, il va rentrer dans une classe qui est un peu standardisée et tout. Ce que je trouve assez cool, quand on est justement dans les tropes de fantasy classiques. Dans ma campagne Donjons & Dragons que je mène à distance, ça me va plutôt bien, pour le moment en tout cas. Mais du coup, les capacités que vous gagnez à chaque niveau, elles ont moins de saveur à mon avis. Elles ont moins de saveur, parce que déjà, vous les choisissez pas tellement, il y a moins de choix. Vous les débloquez de manière assez linéaire, et du coup, ça augmente, si vous voulez mon avis, le côté, c'est juste des bonus mathématiques qui viennent s'ajouter à des situations. On a moins l'impression que notre personnage, il a appris une nouvelle compétence en termes de feeling, qui s'est formé et qu'il a appris un nouveau truc. Du coup, c'est une progression qui est verticale, qui rend plus puissant. Ça, en soi, ça me dérange pas. Mais c'est surtout qu'elle est plus linéaire, en fait. Alors que dans Symbaroum, vous avez une progression qui est très horizontale. C'est-à-dire que votre personnage, plutôt que de devenir de plus en plus fort dans l'archétype qu'il a choisi dès le départ, eh ben, il commence à apprendre des trucs à droite à gauche. Il peut se dire, ah, mon personnage, j'aimerais bien qu'il commence à apprendre un peu de la magie, je vais aller choper un sort, etc. Et tout ça va se faire assez naturellement parce que le jeu est conçu pour ça. Et en plus, les capacités comme ça ont beaucoup plus de saveur, si vous voulez mon avis. Je vais faire un petit hors-sujet, mais il y a des jeux qui font des développements de personnages horizontaux que je trouve insipides, à mon avis pas très savoureux. Par exemple, les jeux en descend comme l'appel de Cthulhu. Vous avez dès le départ sur votre fiche une méga liste de compétences et vous augmentez juste les pourcentages dans ces compétences. Alors en termes de praticité, ces jeux-là, moi je les trouve plutôt fluides et tout. Mais en fait, je trouve qu'il n'y a rien d'excitant à gagner 5% en conduite automobile, vous voyez ce que je veux dire? Alors que gagner une nouvelle capacité qui a un effet bien précis, une mécanique attribuée à cette capacité, je trouve ça beaucoup plus excitant. C'est comme avoir une nouvelle carte dans Hearthstone. Vous voyez, genre, dans World of Warcraft, si j'ai une arme qui me donne plus 2 en force, bon, c'est pas ultra excitant. Si j'ai un nouveau sort, ça devient plus intéressant à mon avis, parce que c'est un nouveau truc en termes de gameplay réellement. Une nouvelle mécanique qui vient s'appliquer. Si j'ai une nouvelle carte dans Hearthstone, c'est rigolo. Vous voyez, une carte avec un effet spécial écrit. Si j'ai juste une nouvelle carte qui fait plus de dégâts et machin, je suis en mode, bon, why not. Mais ça m'intéresse pas de fou. Dans Symbaroum, il y a beaucoup plus ce feeling-là de débloquer les capacités. Donc ça, j'aime beaucoup. Alors maintenant, petit dilemme. Comme je vous l'ai dit un petit peu en soum, j'ai envie de faire un univers de Symbaroum étendu. C'est-à-dire que j'ai pas envie de m'ancrer complètement dans le lore de Symbaroum. C'est l'erreur que j'ai faite quand j'ai essayé de lancer une campagne de Symbaroum l'année dernière. Je suis fan du setting et tout, j'avais vraiment envie d'y jouer. Mais en fait, j'ai commencé à essayer de jouer les campagnes de Symbaroum et je sais pas, c'était très linéaire. Ça m'a embêté. J'ai pas eu le feeling de jeu que je voulais. J'arrivais pas à me défaire de l'univers et à mettre mes propres sensibilités. J'arrivais pas à mettre des monstres que j'avais inventés vraiment comme ça, à les lâcher et tout, parce que j'avais peur de casser l'univers. J'ai réussi à surmonter cette étape entre-temps,
Et je pense que notamment en termes mental, ce qui m'a bloqué, c'est que je voulais jouer les campagnes. Là, j'ai décidé de prendre les gros éléments des campagnes, les gros mystères et tout, mais ensuite bac à sable comme j'aime faire, vous pouvez regarder dans les autres vidéos. Je veux pas me frustrer à essayer de délivrer une expérience toute construite avec la campagne. Je vais juste me servir de la campagne comme d'une boîte à outils. Donc ça m'a un peu libéré de ce point de vue-là et je me suis dit, en plus, comme en ce moment j'ai plein de miniatures, genre j'ai des dragons, des morts vivants, j'ai acheté plein de figurines pour jouer en présentiel, je me suis dit j'ai pas envie de me limiter à l'univers de Symbaroum parce que je vais pas toujours avoir les figurines qui correspondent bien. Et j'ai des figurines que je vais avoir envie de mettre sur la table et qui sont pas dans le bestiaire de Symbaroum. Donc je me suis dit, tu prends Symbaroum mais tu casses tout ce que tu veux. Par exemple, je pense que je vais combiner la carte de Symbaroum avec la carte de Forbidden Lands, de la Terre du Corbeau et la carte de Bitter Reach, une extension de Forbidden Lands, etc., pour créer un plus grand continent et tout. Donc vraiment, je me suis libéré de l'univers de Symbaroum. Donc vraiment, je me suis libéré de l'aspect canon de l'univers de Symbaroum. Même si je vais garder les mêmes tropes, même si le ton sera le même, etc., que je vais essayer de conserver tout ça, j'ai réussi à me mettre en mode, tu vas homebrew. Et du coup, la question qui se pose, c'est, est-ce que pour Homebrew, j'aurais pas dû rester sur la 5e édition. Parce que j'ai déjà des bestiaires complets. Toutes les figurines que je vais acheter, la plupart du temps, elles sont conçues pour la 5e édition, vu que c'est le jeu le plus vendu. Il y a plein d'éléments qui pourraient me faire me dire que prendre la 5e édition, c'est une meilleure solution. Modifier mon jeu, tout en le gardant équilibré avec la 5e édition, puisque de base, elle est plus équilibrée, et elle a plus de contenu qui utilise les mêmes règles. Pour autant, j'ai choisi Symbaroum, même si c'est un jeu plus déséquilibré, parce que justement, je vais le bricoler. Et là, c'est le moment où on arrive au stade bricolage. Les plus gros problèmes de Symbaroum, en termes de déséquilibrage, ce sont les pouvoirs mentaux qui sont complètement pétés. Si vous commencez à optimiser un petit peu et tout, je pense que ça peut vraiment casser le jeu. Il y a des contrôles mentaux, des trucs où vous pouvez transformer, une sorte de polymorphisme, vous pouvez transformer vos adversaires en petits monstres, etc. Genre, si vous rencontrez un dragon, que vous le transformez en écureuil, c'est pas fun. Bon, règle maison, on règle ça. Un autre problème, c'est les dégâts qui se stackent et l'armure qui se stack. Boum, règle maison, une attaque fait toujours au moins un point de dégâts, donc peu importe l'armure que vous avez, si vous prenez 15 fois un coup de couteau, vous finirez par mourir. On peut modifier des trucs comme ça. Et puis, je suis allé chercher des règles maison sur internet, en anglais, des gens qui ont changé les capacités et tout, qui ont un peu remanié le truc, que je trouve plutôt sympa, donc ça me rend assez confiant de ce point de vue-là pour me lancer dans Symbaroum sans avoir peur qu'au bout de 3 parties, il y ait déjà des capacités que je trouve un petit peu litigieuses et qu'on soit obligé de tout de suite discuter. Aussi, je pense que je vais être très clair dès le départ, c'est que je suis les règles en fait. Et donc, si je trouve que y a des trucs qui sont pétés et qui viennent casser la tension dans l'histoire, on va les modifier. Deuxième truc avec lequel je vais être très clair, c'est que pour autant, j'ai pas envie qu'à un moment donné, il y ait un personnage qui se sente inutile ou un joueur qui soit frustré. C'est-à-dire que je ferai pas de changement arbitraire trop rapide, j'attendrai plusieurs parties pour voir si oui ou non je pense qu'il faut une modification. Et si le personnage a l'impression, si je le nerf par exemple, qu'il a vraiment trop perdu, on peut renégocier pour qu'il gagne d'autres trucs qui viennent compenser à côté, de manière horizontale. Je préfère être dans ce mood-là que de juste augmenter toujours la puissance de mon côté. Parce qu'un autre moyen de rééquilibrer la situation, c'est juste de rendre mes monstres plus forts. Et le problème quand je fais ça, c'est que potentiellement ça peut pénaliser les joueurs qui sont moins optimisés, les personnages moins optimisés. Comme il y a un personnage qui est trop puissant, je rends des monstres hyper forts pour pouvoir le combattre, mais les autres joueurs sont incapables de faire face à ces monstres, donc ça crée un déséquilibre de l'autre côté. Et un autre truc qui peut venir tout péter pour venir contrer un personnage qui est trop fort, c'est d'utiliser plein de monstres qui sont capables de le neutraliser, mais du coup ça devient frustrant pour lui parce qu'il s'est optimisé, mais en fait il a que des monstres qui le counter entre guillemets. Donc l'équilibrage c'est toute une question. Moi je suis plutôt contre l'équilibrage dans le sens où je m'en fous. Niveau 1, vous pouvez rencontrer un monstre qui est beaucoup trop fort pour vous, c'est à vous de fuir. J'aime bien que ce soit la cohérence de l'univers qui prime. Quand je parle d'équilibrage, moi c'est pas créer des rencontres équilibrées pour que les PJ aient des chances de gagner et de perdre, c'est juste éviter d'avoir des situations frustrantes. Bref, j'ai fait d'autres vidéos sur l'équilibrage si vous voulez aller regarder. Donc tous ces trucs-là, je peux les régler avec du homebrew. Et puis aussi, il y a un outil qui m'est donné tout simplement par les règles de base de Symbaroum et qui va me permettre de faire plein d'équilibrage et plein de négociations. C'est la corruption tout simplement. Et ça va être un petit peu le dernier truc que je vais dire dans cette vidéo. C'est que la mécanique de corruption, c'est vachement pratique. C'est-à-dire qu'à tout moment, s'il y a un personnage qui veut faire une action qui vous paraît un petit peu trop forte, ou à tout moment, vous trouvez qu'un pouvoir est tout simplement un petit peu trop fort par défaut, vous pouvez juste augmenter son coût en corruption. Parce que la corruption est finalement le thème central dans Symbaroum, c'est-à-dire que tout pouvoir, toute recherche de puissance, etc.,
est menacé par cette corruption. Et à tout moment, s'il y a un de mes joueurs qui dit « Ah, j'aimerais bien tenter cette action et tout », je dis « Ok, mais du coup, jette un D4, c'est la corruption que tu vas prendre. » Et je vais pouvoir comme ça utiliser un peu une règle, un peu de triche entre guillemets, de négociation avec le diable, si vous voulez, en utilisant une mécanique qui fait déjà partie du jeu, qui est la corruption. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très cool. Donc je pense que je vais partir comme ça sur Symbaroum. Si on devait résumer un petit peu cette vidéo et en tirer des leçons, en tout cas moi, ce que j'essaie de transmettre ici, c'est que il n'y a pas de système nécessairement mieux que d'autres par défaut. Ça c'est plutôt simple, c'est évident. Il y a des systèmes qui sont mieux faits peut-être pour certains thèmes, pour certains types d'aventures, etc. Par exemple, pour un Symbaroum un peu plus épique, peut-être que je devrais prendre la 5e édition. Pour un Symbaroum un peu plus gritty, un tout petit peu plus gritty, peut-être que je devrais prendre le Symbaroum original. Mais il y a aussi tout simplement des trucs en termes de game feeling. Je trouve ça beaucoup plus sympa de faire du roll under et que les joueurs jettent toujours les dés que d'utiliser la 5e édition. Et pour le coup, c'est pas un truc qui a tellement un impact sur l'univers, vous voyez, sur la fiction qui va être racontée. C'est vraiment un truc en termes de mécanique et de feeling de jeu. C'est la même chose pour la création de personnages qui, de base, est faite pour être modulaire d'un côté, et de l'autre est faite pour fonctionner en classe, et grâce à des règles optionnelles et du bricolage, évidemment, comme dans n'importe quel jeu, vous pouvez bricoler. Mais dans la 5e édition, le jeu n'est pas... L'approche standard, ce n'est pas vous créez votre personnage comme vous voulez, c'est vous choisissez des classes, des archétypes, et ensuite vous les suivez. Encore une autre composante qui peut peser dans la balance selon moi, c'est la facilité à bricoler le système de jeu. Je pense que, au final, bricoler le système de la 5e édition aurait été plus simple parce que j'aurais pu aller piocher des trucs partout ailleurs. Mais ici, j'ai préféré prioriser le côté création de personnages modulaires, etc. Tout, en fait, j'ai priorisé par rapport à la facilité à homebrew les trucs qui philosophiquement m'intéressent plus dans le Symbaroum original. C'était une longue vidéo. Je pense qu'il y a plein de gens que ça n'intéresse pas particulièrement parce que je parle d'un jeu spécifique comme Symbaroum. Mais je pense que c'est grâce à des exemples, des trucs un peu empiriques aussi, qu'on peut vraiment comprendre les choses au-delà du niveau un peu genre system doesn't matter, system the beat or truth, les trucs un petit peu plus conceptuels, un petit peu plus théoriques. Là, on met les mains dans le cambouis, on se pose des questions. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'ai hâte de faire cette partie de Symbaroum. Malheureusement, elle aura un rythme mensuel seulement. Mais bon, je vais essayer de voir si je peux pas faire d'autres parties en physique. Je vous donnerai sûrement des nouvelles de cette campagne. Peut-être pas sur YouTube, parce que je suis en train de voir pour essayer de créer des choses sur une autre plateforme sur laquelle vous pourrez soutenir la chaîne. Des retours, des rapports de partie, des tutoriels plus précis, des trucs un peu plus où on met les mains dans le cambouis, qui seront accessibles sur un autre truc qui prendra sûrement la forme d'un truc à 1 €, 2 € par mois, un abonnement comme ça. C'est dans les projets en cours, je suis encore en train d'y réfléchir. Je vous ferai quand même peut-être des petits récaps, et puis je me servirai certainement des parties que j'ai jouées pour vous donner des petits exemples, des petites inspirations comme on fait à chaque fois sur cette chaîne finalement. En tout cas, vous aurez des nouvelles de la partie. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur le Discord, à me dire dans les commentaires si vous êtes un joueur de Symbaroum, est-ce que vous avez voulu tenter de passer en 5e édition? Oui, non. Est-ce que peut-être, maintenant qu'il y a une conversion en 5e édition de Symbaroum, si vous savez parler anglais, c'est un univers qui vous intéresserait, etc. Dites-moi tout. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt sur le Bon MJ. Au revoir.